Bonjour à tous et bienvenue sur Vivre Impro, la chaîne d'impro et notamment d'impro appliquée. Aujourd'hui, en entretien, on accueille Édouard Wamignac. Coucou Édouard, Salut Julia, ça va? ça va? Édouard va nous parler de ses activités professionnelles et notamment de l'utilisation de l'impro appliquée dans ses activités professionnelles. Mais juste avant, Édouard, est-ce que tu peux te présenter artistiquement? Comment tu es arrivé dans le monde de l'impro? J'y suis arrivé, en fait, j'avais vu un match d'improvisation il y a très longtemps à Besançon. J'avais trouvé ça assez génial, je savais pas ce que c'était. J'avais essayé de postuler d'entrée et ça n'avait pas marché et j'ai continué mes études sur Nancy, et en faisant mon master, en fait, je suis tombé sur, l'association, de Nancy, Improdisiac et je suis rentré à Improdisiac. J'ai fait 1 an là-bas et à partir de là, ça a été la descente, la descente aux enfers. Et je suis parti dans le monde du travail et puis le côté amateur a pris beaucoup de place. Puis à un moment donné, j'ai eu envie de changer. J'avais l'opportunité de changer et dans mon travail, il y avait plus l'intérêt que j'y trouvais. Du coup, j'ai sauté de l'autre côté. Et, c'est là que je suis devenu et comédien d'impro et impro entreprise assez rapidement. Mmh. OK. Improdisiaque, c'était quelle année à peu près? Improdiac, c'était 2004 ou 2005. J'arrive jamais à me souvenir, ou peut-être non, 2004-2005. J'ai eu que des stars dans mon équipe. OK. Heu, Que des gens connus de l'impro, que des gens connus de l'impro maintenant. Ça a été une année magique. Non, vraiment, je garde un super bon souvenir de cette année-là, plein de trucs. Mmh. Notamment, j'ai eu de la chance, je crois, de tomber sur, on peut donner des noms? Oui, oui, bien sûr. Ouais, j'ai eu de la chance de tomber sur, un Prodysac à un moment donné où il y avait une rupture entre un Prodysac et le Touch, et donc du coup, il y avait des gens qui se professionnalisaient en même temps qu'il y avait, cette équipe amateur qui était là. Donc il y avait des tensions un petit peu de chaque côté. On avait la possibilité de voir donc les gens d'Improdisac sur scène, qu'on trouvait cool, mais il y avait aussi les professionnels. Donc à l'époque, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais c'était vraiment chouette de se dire qu'il y avait des professionnels qui venaient me donner des cours et voilà, ça, je ne sais pas si ça avait vraiment du sens à l'époque, je pense que si, un petit peu. Mais du coup, très rapidement, je suis tombé sur, Cédric Lacroute, qui a une vision très particulière de l'impro, qui est très particulier comme personnage, mais qui tout de suite, nous a appris que, il y avait des règles et que c'était cool de les casser. Et c'est arrivé assez tôt dans mon enseignement de l'impro et je le garde encore assez régulièrement, cet esprit-là. Heu, mmh, Avec l'idée quand même qu'il faut quand même des règles pour pouvoir les casser. On ne peut pas casser, s'il n'y a pas de règles. Là où je vois des gens qui cassent plein de trucs des fois, où il y a rien à casser, mais qui cassent quand même. Mais du coup, j'avoue que Nancy a été une super chouette école parce que plein d'impro, plein de gens qui avaient envie de faire la fête autour de l'impro, ouais. J'ai bu et mangé de l'impro pendant 1 an, ça a été assez de la folie, hein. Mmh. Et on s'est rencontrés à un, mince, festival à Nancy. Oh quel con, j'oublie, le truc. Le Bref, festival de Nancy? ouais, 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 le festival d'impro. Ouais, bah, j'ai plus le nom non plus. C'est pas grave. La semaine de l'impro? La semaine de l'impro, merci. Je Désolé crois que Yann. c'était en 2012, parce que c'était la première fois que j'y allais. Donc voilà, je pense que ça doit être ça. Hem et à l'époque, on était à un workshop et tu prenais des notes à fond de tout ce que disait la personne et moi, c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui prenait des notes de tout ce qu'une personne nous apprenait à un workshop et par après, je pense que c'est devenu normal, tu vois? Juste pour des gens qui ont envie après Ouais. d'animer. Donc ouais, ouais, ouais. Donc tu as En fait, je pense la j'avais première. suivi, Ouais. pardon, vas-y. Bah, je disais juste, je pense que tu es la première personne que j'ai vue, ouais, à un workshop, prendre toutes les notes de et les exos et je pense les explications derrière et tout. Je me dis: «OK, bon, il est très assidu, OK, cool». Et voilà et après ça me paraissait un peu plus normal parce que je l'ai revu ailleurs et je l'ai pratiqué. En fait, j'ai fait en 2011 ou 2012, 2011 je crois, j'ai fait le Six Days with Keith Johnston Mmh mh. et c'est un peu là-bas que j'ai vu des gens prendre des notes et en fait, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que Keith Johnston nous avait dit,
prenez des notes, mais s'il vous plaît, heu, prenez pas des notes des débriefs que je fais. Prenez pas des notes des exercices. Les exercices, en fait, mon stage, il est tout écrit. Vous prenez mon livre, vous allez le lire, il y a tous les exercices là. Il dit ce qui est intéressant par contre, c'est comment vous vous êtes senti pendant l'exercice et les questions que vous posez, et si vous réussissez à y répondre au bout d'un moment, notez vraiment les émotions par lesquelles vous êtes passé, c'est ça qui est le plus intéressant en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce que je continue de faire. Donc, c'est quand je fais un exercice ou quand je regarde quelque chose, j'essaie de noter ce qui m'a touché émotionnellement. J'essaie de trouver les détails qui m'ont marqué. Et je sais qu'en entreprise, parler des émotions, c'est assez compliqué en général. Mais maintenant, je sais que je débriefe beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que je débriefe beaucoup sur premier constat, c'est est-ce que vous êtes capable de nommer vos émotions? Et si oui, du coup, c'est quoi? Et à partir du moment où c'est quoi, eh ben, est-ce que vous savez ce qui a provoqué ça? Et après, derrière, de pouvoir travailler avec ça, pour moi, c'est un vrai indicateur de ce qui est en train de se passer pour nous. Et du coup, ça nous fait avancer de manière très personnelle. Donc, c'est vrai que j'ai des carnets de notes assez remplis où il y a pas d'exercice. Et il y a des fois, je les relis, puis je fais mince, c'était quoi l'exercice? Et je me dis ah, ok, c'était cool, j'étais content, mais je ne sais plus de quoi j'étais content. Je ne sais pas quoi ça va, mais je me dis ah, ça devait être chouette. Tu as des carnets avec plein de cœurs et des Ouais. colères. OK. Tu as parlé très rapidement et c'est ça qu'on va approfondir de ce moment où tu as basculé, dans un univers plus pro avec, l'utilisation de l'impro. Mais tu disais que tu avais un travail avant ça et c'était quoi ce travail? J'étais manager en qualité, environnement et développement durable dans une société qui fait de la télécommunication. Heu je travaillais pour le groupe, GDF Suez, en fait. Mmh. Et ouais, j'ai bossé pendant 7 ans, un truc comme ça. Avant, j'ai été vendeur chez Decathlon, j'ai bossé dans les vignes, j'ai été saisonnier, j'ai fait des petits boulots. Et ça a été le 1er boulot, en gros, qui répondait au diplôme que j'avais un peu passé. Sachant que j'ai pas voulu plonger tout de suite dans le monde du travail parce que j'avais un groupe de musique et je pensais que j'allais devenir une star. Ah, je suis désolé, ça a buggé. Tu étais en train de dire que tu allais devenir une star de la tu pensais que tu allais devenir une star de la musique. Et bah, je pense que c'était parfait, de mettre un effet voile noir avec une tristesse. Et qu'est-ce qui fait que du coup tu as, eu, une opportunité du coup de basculer? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je m'éclatais pas mal dans mon boulot. C'était intéressant parce que j'avais un rôle vraiment, transverse. C'est-à-dire que j'étais, manager, mais j'avais pas de lien hiérarchique avec les gens. Donc tout mon travail consistait à embarquer un peu les gens dans la qualité sans pouvoir leur donner vraiment d'ordre ou de récompense ou de choses comme ça. Et ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ça rejoint ce que je fais aujourd'hui qui tourne autour de la gouvernance partagée dans les entreprises et comment on fait pour travailler de manière, je vais utiliser le mot horizontal, même si c'est pas le bon, mais ça parle plus aux gens, de manière plus horizontale dans les entreprises. C'est pas vraiment le cas, mais c'est comme ça qu'on le représente. Donc je bossais dans mon entreprise et en fait, j'ai changé de chef et mon chef, en gros, m'a dit: «Tiens, ben, Edouard, tu vas continuer à faire de l'égalité, mais par contre, tu vas rester dans ton bureau, puis tu vas me faire des papiers et puis, tu vas» et là, mon boulot a perdu du sens. Aujourd'hui, avec le recul, avec tout ce que avec tout ce que je fais dans l'entreprise, je sais pourquoi je suis parti. À l'époque, je me disais juste: «Ah, je m'ennuie en fait, je sais pas, je suis pas bien, ça va pas». Et puis par contre, quand je faisais de l'impro, tout était génial, c'était la fiesta. J'ai mon cerveau a fait un travail assez simple. Il a pris plein de retours positifs de gens, et il m'a dit: «Ah là là, le monde de l'impro t'attend». Donc j'ai quitté mon boulot en me disant, «Si mon cerveau me le dit, c'est que ça doit être vrai». Maintenant, je sais que mon cerveau a fait du cherry picking, mais bon, allez, je l'aurais su à l'époque, je serais pas sorti, je serais pas parti. Et voilà, donc du coup, je suis arrivé dans le monde de l'impro, j'ai fait: «Ah mince, punaise, personne m'attend».
comme dans le rock. Du coup, j'ai fait ma place, j'ai fait ma place et ça s'est plutôt bien passé. Mmh. OK. Comment on fait sa place? Hem, alors moi, je me suis beaucoup, investi pour donner confiance aux gens, en fait, parce que le problème je trouve, hein, le problème du travail d'improvisateur, c'est que comme on n'a pas beaucoup d'éléments reproductibles, il te faut une opportunité de fou. C'est-à-dire qu'il faut que les gens puissent te voir au moins une fois dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent te dire: «Ah oui, OK, je peux bosser avec lui». Ne serait-ce pour faire des trucs assez basiques comme, de la restitution en entreprise ou des choses comme ça. Si tu l'as jamais fait, et moi je vois, j'ai le même comportement aujourd'hui, c'est-à-dire quand des gens me disent: «Ah oui, mais il suffit de», tu vois, j'ai tendance à me dire, «Ah, il suffit de», non, il suffit pas de, il y a des techniques, il y a des outils, donc on peut le bosser ensemble si tu veux. Mais il suffit pas de. Donc, je me suis rendu beaucoup disponible. J'ai sauté sur toutes les occasions que je pouvais trouver. J'ai monté des ateliers, j'ai donné des cours, j'ai essayé de me faire connaître. Et au fur et à mesure, en fait, bah, j'ai été appelé, pardon, par des gens qui me connaissaient pour faire des petites choses, puis au fur et à mesure pour faire des choses plus intéressantes. Et j'ai eu une opportunité avec un gars assez fou. En fait, j'ai rencontré quelqu'un en stage de transmasque. J'ai profité de mes 2 ans de Pôle emploi pour me former, pour créer mon réseau. Et je m'étais dit qu'au bout de 2 ans, si je n'arrivais pas à vivre de ça, je retournerais bosser en qualité. Et en fait, un stage transmasque à Brest, je suis tombé sur un gars qui m'a dit «J'aime beaucoup ta façon d'être. Est-ce que tu sais faire du théâtre forum?» Je lui ai dit: «Non. Est-ce que tu aimerais apprendre?» Je lui ai dit: «Ah oui». Il m'a dit: «OK, très bien, j'ai un projet assez lourd avec plein de dates très compliquées». Et tu vois, ça fait partie des exceptions de gens qui ont juste vu comment, un potentiel et qui ont dit «Tu pas l'outil, mais en fait, l'outil, on s'en fiche parce que tu as le profil. Donc l'outil, je vais te l'apprendre». Et du coup, je suis devenu intermittent un peu grâce à lui, en faisant plein d'interventions en entreprise. C'est comme ça que j'ai commencé mon chemin d'entreprise. C'est pas vraiment en faisant de l'impro, c'est en faisant du théâtre forum. Et Mmh. après, derrière, j'ai commencé à redévelopper des choses qui sont plus liées à l'impro. Donc qui vont être formation, prise de parole, atelier team building, toutes ces choses qu'on sait si bien faire. Et de fil en aiguille, j'ai intégré une troupe pro, puis une deuxième troupe pro. Donc j'ai fini à Compagnie en fait, à Lyon. Et à Compagnie, j'ai rencontré Nicolas Moitron, avec qui je te fais un rapide euh, déroulé Mmh. parcours, pardon. Je suis tombé sur Nicolas Moitron, avec qui on a monté un spectacle qui s'appelle Les Scénaristes. Et en fait, en bossant là-dessus, on s'est rendu compte qu'on avait un peu les mêmes valeurs et qu'on avait cette espèce de problème de se dire, en entreprise, en fait, on a aimé notre boulot, mais pas la manière dont on le faisait. Donc, il y avait une disparité entre les deux. Et en même temps, on kiffait faire de l'impro, se réunir, aller sur scène. Enfin, donc, on s'est dit, il y a quelque chose à rapprocher, comme beaucoup d'improvisateurs. Mais en fait, on a creusé au niveau, on s'est dit, il y a autre chose que juste faire de l'impro dans les entreprises. Il y a une posture que nous, on a en tant que coach, qui est très intéressante, qui va rejoindre justement ce que je disais tout à l'heure, la notion de, on n'a pas de hiérarchie, en fait. On ne peut pas dire à un comédien, OK, ferme-la et dis cette réplique-là et tu verras, ce sera vraiment génial, puisqu'en fait, ce qu'on est là pour faire, c'est faire en sorte que les gens soient le meilleur possible avec les compétences qu'ils ont sur scène. Et en fait, on a rapproché ça du rôle de manager. Et on a cherché un petit peu comme ça des modèles de structuration d'entreprise qui pouvaient ressembler à ça. Et c'est là-dessus qu'on est tombé sur les entreprises libérées, sur la sociocratie, sur l'holacratie. Et plus globalement, il y a un livre qui nous a beaucoup inspiré, c'est Reinventing Organization de Frédéric Laloux. C'est un mec qui a été voir plein d'entreprises qui fonctionnaient de manière très étrange, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de hiérarchie, qu'il n'y avait plus de patron et qui surperformait. Donc, il a été voir c'est de se dire comment c'est possible qu'une entreprise puisse fonctionner sans qu'il y ait un patron qui soit là pour donner une vision, des objectifs, un bâton, une carotte. C'est quoi ces modèles-là?
Et quand on a lu le bouquin, en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on fait en improvisation résonne totalement avec ce qu'ils font en entreprise. Et du coup, maintenant, on crée des liens entre les deux. C'est-à-dire que on n'est pas là pour apporter des outils d'improvisation. On est là pour nous, ce qu'on revendique, c'est la posture de coach. Quand on donne des ateliers d'improvisation, quand on a une troupe, quand on a un groupe, c'est une posture de manager non hiérarchique, en fait, qui est très intéressante. Euh, et c'est ça qu'on essaie de retranscrire dans les entreprises. Et après, on a remarqué aussi que quand tu fais une impro, quand tu réalises une impro, en fait, c'est comme si tu travaillais en mode projet. Et il y a tous les écueils de l'entreprise qui se retrouvent sur une patinoire ou sur un spectacle quand tu as deux compagnies qui ne se connaissent pas. Ou tu as plein de jeux de pouvoir qui peuvent se jouer aussi au sein de l'impro. Donc, il y a vraiment cette envie-là, nous, de retranscrire comment tu transmets l'impro résonne avec comment tu peux manager une équipe, en fait. J'ai beaucoup parlé, je suis désolé. J'arrête. Ben, c'est intéressant, évidemment. Alors après, là, il y a tellement de sujets sur lesquels j'aimerais rebondir que si j'aborde tout, on n'y arrivera pas. Mais déjà, c'est intéressant de voir comment tu es arrivé dans le monde pro. Tu disais que tu as eu une sorte d'opportunité, notamment avec le Ouais. Terraform, pour avoir l'intermittence, ce qui t'a potentiellement peut-être aidé après, du coup, à développer les autres choses à côté. Euh, je ne sais pas si c'est comme ça que tu le vivais, mais c'est un peu une certaine sécurité, l'intermittence, au sens où tu sais que tu as au moins la location à la fin du mois. Et du coup, tu as aussi un peu de temps pour travailler sur des projets artistiques ou autres, j'imagine. Ouais. L'intermittence, ça a été un vrai, euh, c'est un vrai outil en fait qui peut être utilisé de plein de façons. Moi, je sais que par exemple, j'ai eu la chance de jamais avoir à m'inquiéter de faire mes cachets parce que j'ai toujours énormément bossé. Après, le phénomène de l'intermittence fait aussi que des fois on accepte des cachets vraiment déraisonnables parce qu'on se dit que du coup ça nous fait des heures et puis ça nous fait plein de trucs. Et moi, je sais que j'ai fourni une masse de travail qui était vraiment. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis intense. Mais j'avais, dans ma façon de faire aussi, j'avais cette envie d'avoir du temps pour moi. Donc, j'ai souvent concentré mon intermittence sur on va dire, 10 mois. euh, pour avoir 2 mois, 2 mois de vacances. Et d'autant plus depuis que j'ai des enfants, c'est encore plus de sens. Euh, mais en même temps, je suis sorti de l'intermittence aujourd'hui parce que il y a ce biais-là en fait de se dire l'intermittence devient une finalité des fois, c'est-à-dire qu'en gros j'ai mon nombre de cachets et puis c'est cool. Du coup, je peux me reposer à faire autre chose. Mais en même temps, les gens qui t'appellent parce que tu es dispo. Du coup, si tu n'es plus dispo, ils appellent quelqu'un d'autre. Et puis après, tu sors d'un espèce de cercle. Ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est la phobie dans laquelle j'étais. Et donc, j'ai eu cette tendance à dire oui, en fait, à tout. Et à pas réussir à avoir de projet vraiment ancré dans quelque chose. Donc, quand je suis rentré à E-Compagnie, ça m'a permis d'avoir un projet un peu plus concret. Et puis après, quand j'ai monté ma société, je me suis dit que ce modèle-là, en fait, il fallait que je le casse. C'est-à-dire, l'argent n'est pas une finalité. Donc, mon intermittence n'est pas une finalité. Donc, ce qui m'intéresse, c'est j'ai besoin d'argent pour vivre, mais je ne veux pas vivre pour faire de l'argent. Donc, j'ai préféré quitter l'intermittence pour entrer dans un autre modèle qui est aujourd'hui le modèle entrepreneurial plutôt. Mhm. Ok. Est-ce que, alors comme tu l'as évoqué, je ne sais pas si je dois le considérer ainsi, mais tu parlais de la gouvernance partagée, tu parlais de ce livre-là, Reinventing Organization. Est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, ça, c'est, je sais pas comment dire, une expertise que tu as développée, ou est-ce que c'est euh, l'activité principale que tu mènes en entreprise, c'est-à-dire intervenir sur ce sujet-là? Non, c'est un pan qu'on essaie de développer. Tous les gens qu'on a accompagnés pour l'instant nous disent
que ça fonctionne la manière dont on accompagne. Parce que la gouvernance partagée, en fait, c'est pas une, c'est pas une finalité, c'est ça va rejoindre le côté artistique, c'est-à-dire qu'en gros, tu as toujours à apprendre et à chercher et à évoluer. Et quand tu es dans une troupe, en fait, eh ben, il y a un moment donné, tu y es bien. Et puis, il y a des fois, ça ne va plus, tu ne sais pas pourquoi. Et il se passe la même chose dans les entreprises. Et on a vu que dans les entreprises, en fait, il y avait dans ces entreprises-là, femmes libérées, etc., il y a des façons de recréer de l'engagement, il y a des façons de recréer de l'enthousiasme, des façons de… Et en fait, on fait le pont des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que nous, on a ramené de l'entreprise libérée et qu'on essaie d'insuffler maintenant dans les… moi, quand je donne des stages d'improvisation, il y a plein d'outils en fait que j'ai pris d'entreprise et que j'ai retransférés. Je ne le dis pas parce qu'en général, les gens me disent on est en train de faire de l'art, on n'est pas en train de faire du… et en fait, il y a plein de modèles qui sont très intéressants de l'entreprise qui sont à retransposer. Mais on est expert dans le fait que nous, la coopération instantanée de plusieurs gens, on sait la gérer en fait. On sait donner du sens, on sait engager. Donc aujourd'hui, on ne se vend pas totalement comme ça, c'est-à-dire qu'on se vend encore avec beaucoup d'outils qu'on va dire qui sont des outils d'improvisation. Mais on a dans notre catalogue des outils qui sont aussi des outils de gouvernance partagée qui sont très spécifiques. On va apprendre aux gens à gérer, par exemple, une réunion de triage, une réunion de stratégique. On va apprendre la gestion par consentement. On va apprendre, mais de l'autre côté, on va travailler sur tout ce qui est écoute active, communication interpersonnelle. Tous ces pans-là, en fait, sont mélangés. Donc, pour l'instant, on n'est pas reconnus comme des experts là-dedans, mais à chaque fois qu'on a réussi à travailler avec, on a eu des retours hyper positifs. Parce que, comme en impro, on le dit souvent, il y a la gouvernance partagée, il ne doit pas y avoir de dogme. Il y a des piliers sur lesquels on doit. Il y a des piliers sur lesquels les entreprises qui fonctionnent aujourd'hui se reposent. Donc, du coup, que nous, on reconnaît qui sont aussi des piliers qui pourraient être transposés logiquement à l'impro. Et on dit que la gouvernance partagée, c'est un espèce de chemin qu'il faut prendre en route et qu'en fait, il faut créer ses propres façons de faire tout en respectant l'humain et en ayant une raison d'être qui nous fasse vibrer ou qui résonne. Cette raison d'être, elle doit avoir un impact sur la société. C'est là où je dis en fait qu'une troupe d'improvisation, par exemple, souvent elle a du sens parce qu'on est une bande de copains, puis on a envie de faire des trucs et puis de montrer des trucs aux gens, et donc du coup de faire résonner dans la société des choses. Quand on a créé notre société, on a créé une raison d'être qui était élever les niveaux de conscience des gens pour pouvoir mieux vivre en société. Et après, on s'est tourné vers le côté artistique. On s'est dit, du coup, qu'est-ce qu'on va faire du côté artistique? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné du sens à tous nos spectacles. C'est-à-dire que maintenant, que ce soit casting, les scénaristes ou Clash, pardon, ou même le dernier qui s'appelle le dernier show avant la fin du monde. Notre idée à nous, c'est à chaque fois, il faut qu'on parle de thématiques sociétales dans notre spectacle. Il faut qu'on aborde ça avec un angle qu'on veut humoristique, mais on veut parler de plein de choses de la société. Donc, c'est en ça qu'on se dit qu'on participe à élever les niveaux de conscience. C'est de l'impro engagé un peu? Ah, non, oui. Non, il y a des gens que je trouve beaucoup plus engagés que nous. Tu vois, par exemple, je vais prendre que des gens que je connais, parce que je ne connais pas tout le monde, mais si je prends par exemple le spectacle Vilaine, il me semble qu'il y a un petit peu d'impro dedans. Là, pour le coup, il est clairement affiché comme tel. Nous, on est affiché comme divertissement, mais notre objectif, c'est en fait, on veut parler de sujets compliqués à aborder dans la société, dans nos spectacles. Par contre, on veut pas, ce n'est pas le cœur de notre spectacle. À part le dernier show avant la fin du monde, où là, l'idée, c'est vraiment le capitalisme, c'est mal. Nous sommes de gauche. Même d'extrême gauche, et on va faire un spectacle que là-dessus, qui est totalement assumé politiquement. Si vous vous posez la question de quel bord on est, c'est qu'on a mal fait notre job. Là où les autres spectacles, c'est vraiment, tu vois, casting, on avait demandé à tous les casteurs de mettre à chaque fois un fait de société au cœur de leur spectacle.
Et dans Clash, on a plein de petites scénettes et pareil, chaque petite scénette, il faut à chaque fois qu'on aborde un sujet qui nous paraît frottant ou pas facile comment aborder. L'idée étant, si les gens rentrent chez eux en disant ah la vache, ils ont parlé de, tu te rappelles de la scène où il y a eu l'inceste, tout ça machin, waouh, c'est chaud et tout. S'ils en parlent chez eux, pour nous, c'est un peu gagné quoi. Donc, on n'est pas engagé dans le sens où on n'a pas traité les sujets à fond, on ne s'est pas renseigné, on n'a pas les tenants et aboutissants. En ce moment, oui, je ne voudrais pas parler de l'actualité, mais parce que c'est un podcast, mais sur Facebook en ce moment, dans le milieu, dans le tout petit milieu de l'improvisation, il y a plein de choses sur la question du genre. Et ben, par exemple, je ne suis pas assez formé pour me dire, tiens, on va faire un spectacle et puis on va parler du genre parce que je n'y connais rien. Par contre, il est possible qu'avec mes connaissances, je me dise, tiens, et ben, je vais impulser cette scène-là, je vais mettre une forte connotation sur, tiens, si on posait la question du genre, mais par contre, je ne vais pas amener d'axe de réflexion, je vais juste me dire, je voudrais que vous vous intéressiez à ça. Et si je me dis que les gens peut-être rentrent chez eux et puis s'intéressent à ça, c'est cool. C'est utopique, hein, je conçois, mais en tout cas, c'est ça qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez en connaissance pour pouvoir se dire engagé comme spectacle. Mmh. OK. Quand vous intervenez en entreprise, Mm. avec notamment ce sujet-là de gouvernance partagée, hem, quelles sont les différentes prestations que vous faites? Est-ce que c'est juste formateur et donc du coup vous animez des sessions de formation? Est-ce que vous êtes des consultants? Vous accompagnez des dirigeants dans une transformation? Qu'est-ce que le panel de ce que vous proposez, c'est quoi? On fait un peu de tout ça en fait. Pour l'instant, on a fait de la formation à des outils. On a accompagné des dirigeants sur la raison d'être. On n'a jamais accompagné toute une transformation d'entreprise. On espère, on est en train d'accompagner une entreprise là, sur laquelle on a travaillé à la raison d'être et on espère pouvoir continuer un peu plus loin derrière. Donc pour l'instant, on n'a pas accompagné de gens sur une transformation complète. On a vraiment touché que des petits aspects. Mais c'est très excitant en fait. C'est très excitant parce il y a un résultat de l'ordre du en impro, des fois, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de faire ça, mais tu vois, par exemple, j'ai été faire de l'impro à La Réunion et en fait, en gros, ils ont un festival où ils prennent des gens, des improvisateurs, ils les donnent à un intervenant et en gros, ils lui disent ces gens-là, il faut qu'ils fassent un spectacle le soir ou alors tu as une semaine pour les préparer pour faire un spectacle très spécifique que tu as créé. Et ce genre de truc-là est assez génial parce que les gens sont, globalement, ils sont là pour faire le spectacle. Donc, ils sont acquis à ta cause dès le début. Mais quand tu réussis à susciter l'excitation que ce spectacle pourrait donner et que tu vois que juste avant de monter sur scène, ils sont, tu vois, il y a cette espèce de truc où ils ont envie d'aller se frotter maintenant à la vraie vie, c'est-à-dire au public. Et ben ça, on arrive à le créer en fait avec ce travail-là sur la raison d'être et le fait de donner du sens et de se dire vos entreprises en fait elles pourraient avoir ce truc-là, elles pourraient avoir cette espèce de truc qui résonne et on les voit partir avec cette espèce de truc de je vais pouvoir bouffer le monde maintenant parce que j'ai une raison sociétale à ma société. En gros, je vais dire ça un peu comme ça. Mmh. OK. Est-ce que quand on intervient sur ce sujet qui, bah, ça se trouve, peut amener, une organisation à se réorganiser, il n'y a pas une crainte, une sorte de risque de: «Putain, en fait, je suis en train de peut-être tout bouleverser, ça se trouve, ça va partir en couille». Enfin, voilà, pardon pour le mot vulgaire, je crois pas qu'il y ait d'enfants qui écoutent cette vidéo, le podcast. Mais Non, ouais, t'inquiète, voilà, est-ce qu'on le sent comme ça ou non, ça va? Ouais, comment on est? Euh, euh, moi, alors, pour moi, c'est un boulot de conviction. C'est-à-dire, c'est comme en impro, quand tu veux diriger une troupe, en fait, tu as des convictions, tu as des envies. Il y a dans le monde de l'impro, là, il y a des troupes qui sont très identifiées. Tu vois, par exemple, la morsure est très identifiée. Je sais plus quoi. Bref, ils ont Écriture au plateau?
Voilà, peut-être, ouais, écriture au plateau. Il y a Amadeus Rocket qui est très identifié, je ne sais plus quoi. Enfin, il y a des troupes qui commencent à avoir des identifications vraiment fortes de société. Et nous, quand on entre dans une société, notre envie, c'est les sociétés, pour l'instant, il y a des liens hiérarchiques, il y a une pyramide et les gens se sentent bien ou pas dans ces entreprises-là. Mais on pense que le modèle qu'on défend est un modèle qui permet aux gens de s'émanciper. Donc, de casser des choses, en fait, de casser des systèmes, pour nous, c'est pas problématique. La seule crainte que je pourrais avoir, ce serait de casser une personne. Là, j'y vais avec plus de pincettes. Mais casser un système, c'est-à-dire que les gens, à la fin, me disent mais en fait, on n'a pas vraiment besoin de manager. Je trouve ça cool. Ça me pose pas de soucis à partir du moment où c'est pas on n'a pas besoin de Fred en fait. Où là ce serait plus de l'ordre de l'individu. C'est-à-dire que notre travail c'est vraiment je vais prendre l'exemple du colibri que tout le monde connaît un peu. Le colibri, c'est intéressant, mais s'il ne se passe rien de manière systémique, il ne se passera rien. C'est-à-dire que ton colibri qui doit éteindre un feu de forêt, il n'éteindra rien, il va mourir de soif et brûler. Par contre, si personne ne met sa petite pierre à l'édifice et si personne ne change le système, il ne se passe rien. Par contre, de changer le système et de changer la posture des gens pour que les gens puissent avoir les clés de compréhension et les outils pour rentrer dans ces… pour créer ces nouveaux systèmes. Là, moi, j'ai pas de crainte de casser quelque chose. Parce qu'en plus, je sais que ce genre d'entreprise-là sont des entreprises qui sont hyper performantes. Donc, elles ont l'avantage d'être et très humaines et très performantes. Donc, dans ma vision de il faut changer le monde, moi, il y a vraiment cette idée de si on arrive à me prouver aux gens que dans une entreprise qui est très pyramidale, qui a pour objectif de faire de l'argent, on est capable de vivre de manière humaine, en se respectant et en étant profitable pour l'entreprise. Putain, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans une vraie société en fait? Ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin d'un chef, qu'on n'a pas besoin peut-être d'un gouvernement, mais peut-être que ce gouvernement pourrait être quelque chose de plus inspirant. Peut-être que ça devrait être aussi un gouvernement qui a des redevabilités envers toi. C'est ce qui est dit dans la philosophie, dans une démocratie, puisque normalement, il travaille pour nous. Mais peut-être que ça pourrait être plus fort. Et il y a vraiment cette idée que si tu te dis, si ça marche dans un lieu qui est considéré comme étant totalement fermé et abriqué, alors qu'est-ce qui peut se passer dans notre société qui est censée être un lieu totalement ouvert, une démocratie dans laquelle on peut faire plein de choses? Et ben moi, j'aimerais bien qu'on ait cet impact-là, en fait. Mmh. Mais bon, on est deux pour l'instant. Alors en psychologie du travail, on voit que lorsque on essaye d'apporter des changements à des situations, on est confronté à un facteur humain qui est la résistance au changement. Est-ce que tu Ouais, as été confronté toi-même lors des interventions? ouais. En général, je l'aborde tout de suite, ça, la résistance au changement. Et j'essaie de mettre tout le monde à l'aise avec le fait que, en fait, on est tous résistants à un changement. C'est-à-dire que je parle des principes de la courbe de Gauss et j'explique, voilà, en fait, quand vous êtes face à un changement, vous avez trois réactions possibles. Je résume tout, hein. Vous avez trois réactions possibles. Vous allez être totalement contre, ou alors vous n'allez pas trop savoir, ou alors vous allez être à fond pour. Je prends l'exemple en général des outils informatiques. Il y a toujours des gars, ils appellent ça les early bird, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais en gros, tu as les gars qui veulent tout de suite de la technologie. Tu as le gros ventre mou qui se dit je ne sais pas pourquoi faire ça. Donc, ceux qui sont hyper motivés, c'est eux qui vont démocratiser vers le ventre mou. Et puis, le groupe de résistants, là, peut-être qu'ils resteront résistants à vie, mais ce n'est pas grave. Et j'explique aussi que c'est cool de s'intéresser qu'aux gens qui sont vraiment motivés parce que c'est eux qui vont impulser après l'envie de changement. Donc, je leur dis, moi, ça ne me pose pas de souci. En fait, peut-être qu'aujourd'hui, il y en a, je le sais, il n'y en a que 20. Vous êtes 100, il n'y en a que 20 qui vont avoir envie de me suivre et 80 qui vont avoir envie de me jeter par la fenêtre. Mais c'est cool, mais c'est-à-dire que peut-être demain, quelqu'un d'autre va venir et que ce ne sera pas les mêmes 20 qui voudront faire. Donc, le changement est là. On va essayer de l'aborder de manière cool et je vous propose à chaque fois que vous n'êtes pas d'accord,
on essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui bloque et comment on peut essayer d'avancer. Mais il y a toujours cette notion-là de me dire que de toute façon, si j'ai besoin d'impulser un changement, je vais surtout m'intéresser à ces 20 fameux pourcents là qui ont envie d'avancer, tout en soignant les autres, puisque il ne faudrait pas que mon ventre mou se décale du côté obscur de la force. Donc oui, la résistance au changement, je sais qu'elle est là en fait, je l'accepte. Donc je, pour l'instant, j'ai pas eu de levée de bouclier en me disant ouais, non. Mmh. OK. J'ai un ami qui était, gérant d'une entreprise et ils ont, développé, la gouvernance partagée, ou peut-être un autre nom, l'entreprise libérée, je ne sais pas. Et justement, ils ont eu le cas avec un de leurs salariés qui était, très réfractaire parce qu'il estimait que c'était une manière pour les dirigeants de retirer certaines de leurs, Ouais. tâches ou responsabilités et tout en gagnant autant d'argent et donc du coup ils ont eu un peu des difficultés parce que du coup, ils avaient vraiment quelqu'un qui était réfractaire, dans l'équipe Mm. bah, pour se mettre dans la dynamique qu'ils avaient envie de mettre en marche, quoi. Quand tu, ouais, je sais pas d'où vient cette courbe de Gauss, mais toutes les entreprises qui sont passées en gouvernance partagée, il y a eu le même phénomène, c'est-à-dire qu'il y a 20% des gens en fait qui sont partis. Il y a des gens qui sont pas prêts, il y a des gens qui n'ont pas envie, il y a des gens pour qui c'est pas le moment. Et pour moi, ça c'est ok aussi de me dire si vous ne voulez pas de ce modèle-là, il y a pas de souci en fait. Par contre, quand je sais les bénéfices que ça a pour le reste des gens qui vont rester dans cette entreprise, je me pose euh, je me pose pas trop la question de me dire qu'est-ce qui va se passer après? Parce que j'ai déjà vu des managers en fait et qui disaient moi je suis manager. Enfin, toute ma vie j'ai rêvé d'être manager pour donner des ordres. Et là vous êtes en train de me dire que je vais plus pouvoir donner d'ordres. Donc on lui disait ben si. Euh, Par contre tu auras plus de moyens de levier. C'est-à-dire que si tu veux donner un ordre en fait il faut que cet ordre soit compris. Il faut qu'il ait un impact pour les gens qui ont envie de le faire. Il faut juste que tu sois en fait inspirant et il faut que tu trouves ce côté. En fait, je travaille avec cette équipe-là. Je ne suis pas que leur chef. Je suis là pour leur donner une petite direction, parce que c'est quand même mon rôle de manager de pouvoir trouver une petite direction. En même temps, tu es là, normalement, manager, c'est faire en sorte que les gars qui travaillent pour moi soient le plus heureux possible. Donc, c'est ça que tu vas faire. Et en gros, il y a des gens qui disent, bah, non, moi, c'est pas pour ça que c'est pas à ça que j'aspire. Donc, il y a plein de profils qui vont pas coller à l'instant T avec ça. Mais c'est comme dans la société, en fait. Moi, je ne veux pas que toutes les entreprises passent en modèle gouvernance partagée. Par exemple, il y a des moments où il faut qu'on soit très directif. Quand tu es dans une prise d'otage, si tout le monde se met à discuter, non, il y a un moment donné, en fait, quand tu es dans une prise d'otage, quand il y a le GIGN qui arrive et qui dit, toi, tu sors, bah, tu sors. Toi, tu dis pas, non, inspire-moi pour que je puisse sortir. Enfin, trouve des arguments. Non, le gars d'IGDN, il t'attrape, il te sort et puis il t'a sauvé la vie et c'est cool. Et peut-être il t'a maltraité, même peut-être qu'il t'a fait mal ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il t'a extrait de ça parce que c'est un professionnel et qu'ils ont besoin d'intervenir très rapidement. Donc, je ne reste pas dans un monde totalement comme ça, mais toute la souffrance que je vois dans les entreprises aujourd'hui quand je fais de l'impro appliqué, c'est de la souffrance en général hiérarchique, c'est-à-dire que euh, les gens ont perdu du sens, les gens sont en burn-out ou comment ça s'appelle Alors il y a Burn en, ou en- Brown. ouais, en brown, en burn, tous ces trucs-là, pour moi, c'est le système qui fait que il y a pas ce dont tu as besoin pour t'épanouir en fait dans ton taf. Euh, Après, je suis pas assez doué en psychologie, mais grâce aux plateformes, j'ai bossé avec plein de psychologues et en fait, à chaque fois, les débriefs sont un peu les mêmes. Et c'est pour ça que le théâtre forme est intéressant. C'est en fait, vous ne pouvez pas influencer sur le dessus. Donc, venez, on travaille sur nous.
Je ne sais pas si vous connaissez le plateforme. En gros, l'idée, c'est il y a un oppresseur, un opprimé. Et comme on ne peut rien faire contre l'oppresseur, on va travailler sur l'opprimé. Bon, depuis, ça a changé le format, c'est plus que oppresseur-opprimé. Mais l'idée, c'est on ne peut rien faire contre la hiérarchie. Donc, du coup, on va bosser ensemble pour voir comment on peut, nous, ensemble, s'en sortir. Le théâtre forum marche dans plein de cas. Donc, je me dis, en fait, ce qui serait cool, c'est qu'il n'y ait plus cette oppression qui, pour moi, est une oppression plus systémique que d'individus. Donc, du coup, c'est venez, on travaille sur le système, en fait, ensemble, et puis on voit des systèmes de fonctionner différents. Et je suis intervenu pour des assos, je suis intervenu pour des entreprises, et en fait, il y a la même chose dans les associations, c'est-à-dire que les modèles hiérarchiques fonctionnent aussi dans les associations. Et les entreprises en gouvernance partagée, vraiment cet objectif de se dire, en fait, on va enlever tous les liens hiérarchiques connus, mais on va aussi enlever tous les liens de domination qui peuvent exister naturels, en fait, enfin naturels, cachés dans les organigrammes. Mmh. OK. À, à Impro Alsace, on est donc 11 comédiens, un musicien et dès qu'on voit qu'on aimerait développer une activité ou qu'il y a quelque chose à gérer, on demande qui est intéressé et donc on crée une cellule. Donc il y a une cellule qui gère l'école, il y a une cellule qui gère la communication, il y a une cellule qui gère les plans pro, il y a enfin voilà, on crée des cellules. Est-ce que c'est ça une gouvernance partagée? Sommes-nous en gouvernance partagée? Et en fait, la gouvernance partagée est souvent opposée à un modèle qu'on va dire un système orange pyramidal. Donc, c'est des couleurs qui sont données par Frédéric Laloux dans son livre. Ceux qui sont intéressés peuvent aller le voir. On parle souvent de système organique. Et du coup, quand tu parles de cellules, on donne souvent l'exemple du corps qui fonctionne de manière autonome sans qu'il y ait un chef qui donne des ordres. Euh, on, on explique que si notre cerveau devait à chaque fois analyser et puis se dire tiens, mon doigt est en train de rebuler, il faut que je recule mon doigt, je vais dire à mon doigt recule. Enfin, s'il fallait d'abord que mon doigt dise chef, ça brûle. Alors, réunion de crise d'urgence. Donc, non, non, mais l'idée là, et puis on prend aussi tout souvent l'exemple de la murmuration des oiseaux. Tu sais, c'est les oiseaux qui se déplacent dans tous les sens et puis qui évitent les aigles pour qui les attaquent. Si à chaque fois il y avait un chef qui disait il est où l'aigle? Là, chef. Alors, il faudrait que l'oiseau serait mort. Donc, on part du principe que tout ça fonctionne de manière, oui, organique, cellulaire, et oui, il y a toujours cette idée-là de quand tu as une envie, un projet, il faut qu'on puisse te donner les moyens de cette envie, de ce projet-là. Par contre, il y a un truc qui est très important, c'est qu'il faut que toutes les autres cellules sachent quels sont tes devoirs et redevabilités, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire, dans quel périmètre, etc. Parce que si mon cœur, par exemple, se mettait je sais pas moi, à faire le travail des reins, c'est vraiment une très mauvaise idée en fait qu'il a à cet endroit-là. Par contre, mon cœur, il doit envoyer du sang aussi aux reins. Et mes reins, ils doivent filtrer tout le corps. C'est-à-dire qu'il ne peut pas décider, non, je vais filtrer qu'une partie là, ou quelqu'un, il faudrait qu'une autre cellule puisse prendre en considération ça. Donc, dans la gouvernance partagée, il y a ce phénomène de cellules et il y a ce phénomène d'explicitation de tout. C'est-à-dire qu'on va tout expliciter jusqu'à ce que ce soit relou en fait. On va dire qui fait quoi, comment, et sinon quoi, en gros. L'idée, c'est que ces cercles, par contre, sont jamais animés sont jamais portés par une personne. Ils sont portés par une entité qu'on va appeler le rôle à côté de nous. Et ce rôle-là va avoir plein de petites étapes qu'on doit faire. Et en gros, n'importe qui peut venir prendre ces étapes en main. Mais par contre, on sait toujours qui a quoi dans la main. Mmh. Donc oui, un pro Alsace, il y a un début de gouvernance partagée. Est-ce que vous avez un système de gestion des conflits? On nous fait tout le temps cette réponse-là. Non, mais ça dépend de ce que ça veut dire un système, tu vois? Il va y avoir notre communication et un peu des garde-fous vis-à-vis de la manière dont on va intervenir entre nous. On s'est même, programmé un moment entre nous de formation à la communication non violente. Ça, c'est une chose et ensuite on a demandé à un copain qu'on a rencontré à l'impro il y a longtemps, qui est, psychologue aussi, de nous organiser un petit peu des sortes de groupes d'analyse de pratiques, mais où quand même c'est beaucoup axé sur notre communication, notre fonctionnement et va donc forcément être influencé par la communication et on le voit très prochainement d'ailleurs là, on fait un suivi comme ça,
à 6 mois pour voir, voilà, il y a des choses sur lesquelles on s'engage, voilà et d'autres, voilà. Moi, par exemple, je me suis engagé à faire plus de retours positifs, à valoriser plus, tu vois? Pas que je ne le fais pas, enfin mais je me dis: «C'est bien de le faire», alors je vais le faire encore plus parce que ça fait toujours plaisir. Donc voilà, pas enfin, je sais pas, tu vois? Système pour moi, ça me fait bizarre, en fait, de me dire un système, genre: «Vous avez-vous un logiciel de gestion de conflit?» Tu sais, par exemple. Mais évidemment, je sais que c'est pas ça, mais c'est drôle. Si, c'est presque ça. En fait, dans les organisations comme ça, on essaye de créer, un minimum de frottement. C'est-à-dire qu'on part du principe que, tu imagines si, ton cœur et ton poumon, par exemple, ils s'aiment pas trop, puis du coup, ils vont juste faire que pas parler, c'est pas grave. Parce que du coup, le poumon, il parle quand même au reste, puis le cœur, il parle quand même. Tu vois l'incohérence que ça peut provoquer? Et en fait, comme vous êtes un organisme vivant, puisque vous êtes plein de gens vivants à l'intérieur, il y a les entreprises en gouvernance partagée en fait créent vraiment explicite comment tu rentres en conflit et comment tu sors du conflit. Et ils vont donner en général 2, 3 étapes pour dire voilà comment vous déclarez un conflit, voilà sur quelle instance vous pouvez faire votre conflit, et voilà comment vous pouvez dire que votre conflit est réglé. Et souvent, ça paraît assez faux aux gens, mais il y a un truc qui pour nous est important et qui ressemble à l'impro, c'est le conflit, c'est une opportunité de trouver un nouveau mode de fonctionnement en fait. Parce qu'il y a deux personnes qui voient une façon de faire différente et qui n'est pas là, qui n'est pas présente aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de se dire, du coup, c'est quoi? Est-ce que c'est cool, ou est-ce qu'au contraire, ça devrait pas être comme ça? Et puis, eh ben, du coup, ça, il faut arrêter, il faut revenir. Mais c'est peut-être une opportunité de créer un nouveau système, une nouvelle façon de voir les choses. Donc, le conflit, c'est comme l'échec. En fait, on vient le poser sur la table et puis on se dit, OK, yeah, on fait quoi de ça? Et ça permet aussi de neutraliser les égos. C'est-à-dire que dans un conflit, des fois, il y en a qui ont plus de poids que les autres parce que ils ont plus d'amis dans le groupe, en fait. Et du coup, quand ils sont pas contents, les autres vont faire: «Ah, qu'est-ce qu'il fout Bernard?» Bernard, rien, il est en conflit, donc c'est un conflit à gérer à 2. Mmh mh. Et puis après, il y a ces entreprises-là aussi se forment, hein, c'est quoi un conflit? Quelles sont les différentes formes de conflit? Comment on peut gérer au plus tôt les conflits? Heu, Déclarer un conflit le plus tôt possible, ça permet en fait de pas, parce que quand on arrive à des conflits de gens, c'est bon, c'est foutu. Mais si tu arrives à repérer avant, ce qui se passe en avant, si tu gères les petits conflits, ils appellent ça un système de gestion par tension. C'est-à-dire qu'ils ont des réunions spécifiques où ils disent: «OK, c'est quoi les problèmes?» Et en fait, tu fais que évoquer le problème. Tu dis: «Ah, moi j'ai un problème avec, Franck. OK, moi j'ai un problème avec, j'ai pas de stylo. OK, moi j'ai un problème avec un machin», et en fait, la réunion c'est: «Alors les stylos, ça se trouve dans l'armoire. Franck, il faut que tu rentres en conflit avec, Jérôme». Et en fait, tu vas tout dispatcher comme ça, toutes les tensions qu'il y a, qui sont des tensions de n'importe quel sens. Et tu vas dire, ça se règle là-bas, ça se règle là-bas, ça se règle là-bas, ça se règle là-bas. Et donc, en fait, il y a tout le temps un endroit pour tout traiter. Il n'y a jamais rien qui est pris en considération. Tu repars pas avec tes petits cailloux chez toi en disant: «Putain, il m'a encore fait chier aujourd'hui, Franck, avec son modèle de gouvernance partagée là». Et ben, en fait, tu viens puis tu dis: «Franck, ton modèle de gouvernance partagée, il me pèse un petit peu». Mmh. Mais c'est particulier à entendre, je crois, la première fois. En général, les gens, quand on leur dit: «Vous avez un système de gestion de conflit?» Ils font: «Bah non, nous, les conflits, on lève le tapis, puis on pousse jusqu'à temps que ce soit trop gros, puis que, bah mince, il y a un conflit là, ah bah, elle se supporte plus. Bon, bah, si elle se supporte plus, on va virer la plus jeune. Bah, on vire la plus jeune». C'est ce qui s'était passé dans une de mes boîtes. Ce que tu dis me fait penser à un lien avec, les émotions, et tu as parlé justement des émotions au tout début, de cet entretien avec, notamment ton carnet, où Mmh. tu notes, surtout les émotions, et tu me disais que tu en parlais aussi lors de tes interventions en entreprise. Dans quelle mesure les émotions font partie de tes supports d'intervention? En général, ça va dépendre du groupe, souvent du groupe et du temps que j'ai avec eux. Hem, hem Mais l'idée pour moi, je fais toujours un petit test, enfin toujours non, le plus souvent, je fais un petit test au début, je leur dis: «On va faire une météo», et en fait, je vais vous demander une météo en 3 parties. Il y a une partie, c'est, comment vous allez physiquement? Est-ce que vous avez des petits bobos? Est-ce que, vous avez mal quelque part? Et cetera.
La deuxième partie, c'est comment vous allez dans votre tête. Est-ce que vous êtes parfaitement disponible ou est-ce que vous pensez à votre boulot? Est-ce que vous avez plein de trucs dans la tête? Est-ce que c'est encombré, etc. Et la troisième partie, c'est comment vous vous sentez émotionnellement. Est-ce que vous arrivez là hyper enthousiaste? Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que essayez d'aller chercher un peu ça. Et suivant les retours que j'ai, en fait, je sais si avec le groupe on peut parler émotion ou pas. Mais par contre, en direct, je vais tout le temps, quand il se passe quelque chose, je vais expliciter. S'il y a une émotion fortement négative ou fortement positive, je vais à chaque fois mettre ça en avant pour mon objectif étant de revaloriser pardon, les émotions pour dire souvent c'est quand même des bons indicateurs de ce que vous êtes en train de faire, de comment vous êtes en train de le faire. Et souvent, en gouvernance partagée, on parle aussi de vous devez mettre en place des valeurs pour pouvoir bosser ensemble. La raison d'être, c'est une boussole, mais vous devez avoir des valeurs, c'est-à-dire des espèces de rails qui vous conduisent, et notamment quand il y a une de ces valeurs-là, enfin, des valeurs qui vous font un cadre. Comme ça, quand il y a Gérard qui dépasse de ce cadre, et ben, vous pouvez reprendre sur les valeurs, vous pouvez le ramener. Ça règle pas mal de conflits aussi. Et les valeurs qui sont mises en avant, souvent, c'est de là que va partir toutes les émotions. C'est-à-dire que si on est là à défendre toutes les mêmes valeurs, on va être capable d'avoir à peu près les mêmes émotions en même temps. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y en a un qui déclenche qui respecte une valeur, on va tous être contents. Et quand il y en a un qui ne déclenche pas cette valeur ou qui même la saccage, on va tous être tristes. Et quand il y a des écarts d'émotions, c'est là que pour moi, ça devient intéressant de travailler. Par exemple, je leur fais travailler sur la coopération et souvent, je leur dis comment vous vous êtes senti sur le processus. La finalité, c'était cool, vous avez réussi, mais sur le processus, comment vous êtes senti? Est-ce que vous étiez content, en colère, machin truc? Est-ce que l'autre, c'était un con? Est-ce que vous êtes un con? Et il y a vraiment, j'utilise ça vraiment comme une data, c'est-à-dire que je l'utilise jamais comme, parce que je ne sais pas le faire comme un, OK, nous allons nous recentrer pour pouvoir permettre de ressentir toutes nos émotions. Non, j'utilise vraiment les émotions comme des données d'entrée. C'est-à-dire que c'est une donnée, elle arrive, il faut la traiter en fait, il ne faut pas la mettre de côté. Parce que je ne sais pas si c'est la théorie ou pas, mais dans les entreprises, souvent les gens réagissent de manière très mécanique. C'est-à-dire qu'il y a des inputs, il y a des outputs, comme ils disent. Et ben moi, je leur dis l'émotion, c'est un input en fait. Et du coup, il faut voir quel output ça te donne et comment tu peux changer cette émotion pour que la prochaine fois, ce soit un input différent. Si tu veux pas être si tu veux pas être en colère mais que tu veux être joyeux, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Donc, je travaille pas les émotions, mais je leur dis, elles sont hyper utiles en fait, elles sont hyper cool. Et viens, on les utilise comme des données. Mmh. OK, ça marche. Je vais revenir sur un truc aussi que tu as dit plus tôt. Tu as dit bon, il y a, et compagnie et Ouais, on est plus sur le côté artistique, mais tu parles aussi pour tes interventions d'avoir créé une société. Est-ce que c'est mmh, bien ça? Tu as créé une société? Si oui, ouais. c'est quel statut? J'ai créé une société qui s'appelle Olisco, et en fait, on est dans une coopérative d'activité qui elle-même fonctionne en gouvernance partagée. Mmh, Donc l'idée de cette coopérative, c'est que on est tous, on se retrouve tous sur le fait qu'on est entrepreneur, mais qu'on veut entreprendre différemment. C'est-à-dire qu'on veut entreprendre de manière solidaire. Donc moi, par exemple, je fais de l'accompagnement à la gouvernance partagée, mais je sais qu'il y a des gens qui font de la menuiserie, il y a des gens qui font il y a un gars qui fait des skis. Voilà, on est, je ne sais plus combien, on est 400, je crois, mais on est 250 associés. Mais l'idée, c'est, on est entrepreneur, on est solidaire, bon, bah, de manière financière déjà, mais on est aussi solidaire sur les pas mal de valeurs qu'on essaie de défendre autour. Et on veut permettre à des entrepreneurs qui voudraient se lancer, de ne pas se lancer tout seul, en fait, de ne pas se dire, bah, je vais monter mon auto-entreprise, et puis c'est quoi les statuts, et puis c'est quoi les trucs. Dans notre coopérative, on a des accompagnants qui sont là pour t'aider dans ton projet au début, puis qu'après, qui sont là aussi pour te challenger dans ton projet, c'est-à-dire, vous en êtes où, etc. Il y a du codef qui se fait à l'intérieur, il y a des espèces de des partages de connaissances aussi assez régulièrement. Donc, il y a vraiment ce truc-là de se dire, on est une micro-société en fait. C'est-à-dire qu'on a un chiffre d'affaires global de la société qui est fait par des gros entrepreneurs.
et puis il y a nous. Et du coup, il y a, voilà, c'est vraiment une façon d'être indépendant avec les autres, en fait, et pas d'être indépendant tout seul. Mmh. OK, c'est vraiment un choix, quoi. Ouais, c'était un choix au début pour, nous accompagner, pour créer la structure, et maintenant c'est vraiment un choix, de rester dedans, en fait, et puis de se dire: «En fait, on veut être associé, on veut faire partie de la vie de ce projet-là». Parce que le projet a pris de l'ampleur. L'idée maintenant de cette coopérative, c'est de, montrer, aux entrepreneurs qu'il y a moyen d'entreprendre différemment, de plus être, un entrepreneur tout seul qui va se galérer avec plein de choses. Là, par exemple, on s'est regroupé en tant que plein de formateurs. On est en train de développer le truc Calliope qui normalement est un truc hyper complexe qui va faire mourir plein de petits formateurs. Mais on est en train de développer alors qu'on n'est pas du tout une société de formation, mais on est plein de formateurs dedans. Et donc, du coup, il y a une cellule formation qui s'est dit, tiens, on va développer ça. Et donc, du coup, on va avoir un logiciel de suivi Calliope, on va avoir les normes Calliope, on va se mettre, nous, à jour, on va se faire former Calliope gratuitement. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs où tu te dis, je suis mon activité, je la gère tout seul. C'est moi qui fais mon chiffre d'affaires, c'est moi qui me paye. Par contre, quand j'ai des questions juridiques, quand j'ai des questions de veille pédagogique, ou de veille, je ne trouve plus le mot, de veille technologique, etc. Et ben, on répond à tout ça en fait dans ce groupement-là. Mmh mh. OK. Pour finir l'entretien, je vais avoir Ouais. 2 dernières questions. La première, c'est que, tu disais au début de l'entretien que, bah, à un moment dans ton activité, dans ton travail, celui de manager qualité, il y avait un peu une perte de sens et puis, bah, plus tard, tu disais que quelque part avec, mince, j'ai oublié le nom de ton compère et compagnie. Nicolas Matron. Oui, Nicolas Moitron. Que quelque part vous faisiez un travail, ça n'allait pas, mais c'était pas votre métier qui vous plaisait pas, c'était, comment vous le faisiez, quoi. Mmh. Alors du coup, si maintenant tu devais revoir Édouard au moment où il était en poste et qu'il était un peu: «Bon, ouais, qu'est-ce que je fous là?» Qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je lui dirais de partir parce qu'effectivement, le système dans lequel il était, pouvait pas fonctionner, mieux que ça. J'ai eu mes collègues après derrière. En fait, ce fameux patron n'est pas resté si longtemps que ça. Il est resté, 3 ans, je crois. Et puis après, il est monté. Ah, Les fameux patrons, quand ils sont en fait, comme moi, quand je l'ai connu au début, il était pas patron et il causait des problèmes. Donc, au-dessus, on avait dit: «Ben, on va le monter, en fait, comme ça, il cause moins de problèmes». Et en fait, plus tu les montes, ces gens-là, moins ils causent de problèmes, sauf que c'est pas vrai, en fait. Ils causent énormément de problèmes, notamment quand tu cherches à avoir du sens dans ce que tu fais, quand tu cherches à avoir du retour, quand tu cherches à avoir une vision, quand tu cherches, ouais, plein de côtés humains. Donc eux, c'est le parfait exemple de gens qui savent pas vraiment y faire, mais qui ont le bagou et qui ont quelque chose qui fait que, ben, ils plaisent au-dessus. Donc, non, je dirais vraiment à Edouard de partir, et qu'en fait, il y a un autre chemin. Mais par contre, peut-être, je lui dirais, non, en fait, je lui dirais rien parce que je suis heureux aujourd'hui. Donc, je voudrais pas changer les moments difficiles que j'ai vécus. Je pense que ça fait partie de ce qui nous construit. Donc, je lui dis, je serais plutôt de son côté, je dirais: «Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Ça va pas bien se passer tout de suite, mais vas-y». OK, ça marche. Et donc dernière question, si tu devais conseiller quelqu'un qui aimerait, faire justement de l'impro appliqué, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à cette personne qui aimerait se lancer? On a souvent la chance, en tant qu'improvisateur, d'avoir une double casquette. Donc, pour moi, l'idée, ce serait, valorise le métier que tu as à côté, en fait, utilise-le pour, valoriser les compétences que tu avais dans ce métier-là et que tu pourrais transposer dans l'impro. Et après, derrière, hem, moi, la manière dont je l'ai fait, c'est je me suis rendu hyper disponible pour plein de monde. J'ai fait plein de choses gratos. J'ai fait, des kilomètres et des kilomètres. Après, j'habite à Dijon, hein, donc il y a pas beaucoup d'impro à Dijon. Et
Euh, Ouais, il y a des groupes, il y a des groupes de partage qui se sont créés aussi sur l'impro appliqué. Donc, je lui dirais, va voir les gens, n'hésite pas. Il y a un groupe qui s'appelle Impro appliqué, je crois, sur Facebook, Ouais. qui se retrouve assez régulièrement pour ce genre de choses-là. Tu vois, par exemple, pendant la visio, il y a plein de gens qui se sont retrouvés pour essayer de se dire comment on fait maintenant en visio pendant le confinement. Donc, je lui dirais, vas-y, tu vas faire du bien aux sociétés, en fait. Donc, euh, vas-y, vas-y, tu vas faire du bien aux sociétés. C'est ça que je dirais, en fait, Mhm. comme conseil. Ouais, ouais, c'est pas un conseil, du coup, c'est fais-toi confiance. Ok, ça marche. Merci Échoue, beaucoup. va, échoue, voilà, tout ça. Évidemment. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Écris encore. Et voilà, et tu recommences, et puis ça finit par y arriver. Et regarde tous les podcasts de Julien, parce que tu auras des pistes plus intéressantes que les miennes. Ok, merci. Et merci du Merci à coup. toi. Cette fin d'entretien. Pour vous qui avez suivi ou écouté ce podcast jusqu'au bout, et si jamais il y a des choses que je n'ai pas développées, qu'il y a des questions qui vous titillent, que vous aimeriez bien avoir comme réponse, vous pouvez mettre en commentaire et je me permettrai de renvoyer à Edouard s'il répond parfois à certaines questions. Il y a la page Facebook Vivre Impro, il y a aussi le groupe Vivre Impro si vous voulez avoir un petit peu plus de suivi d'actualité et de conseils. Merci à tous et bien évidemment, merci à toi, Edouard, d'avoir pris un peu de temps pour répondre à toutes ces questions. C'était un plaisir. Merci à toi, Julien, de faire tout ça. Merci à tous et puis à bientôt sur Vivre Impro. Ciao, ciao tout le monde.